Être dégoûté, ça veut dire bonjour ce cycle GP. Bon, simplement, je vous explique. En fait, j'avais monté un super format sur le Grand Prix d'Argentine, une quarantaine de minutes, dont 20 minutes consacrées à l'histoire de la moto en Amérique du Sud, parlant d'André Hippolito, Venemotos, les Vénézuéliens, Alex Barros, le Grand Prix d'Argentine, bien sûr. Mais tout ceci est décidé de planter au dernier moment. Donc là, je vais vous faire un résumé du Grand Prix d'Espagne, notamment donc on parlera de la bataille pour le Grand Prix d'Espagne entre Rama et Jerez dans les années 80, Nobuyuki Wakai mort il y a 30 ans à Jerez, mais également quelques statistiques liées au Grand Prix, notamment Dani Pedrosa, Sam Loebs, juste pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Bon, pour revenir en fait à ce qui m'est arrivé simplement, donc déjà dans un premier temps, je n'ai pas eu internet pendant une dizaine de jours, puisque j'avais des Coupes de France en e-sport, donc durant 10 jours je n'ai pas eu internet au gîte. Ensuite, donc les week-ends, vous comprendrez que je ne le prenais pas, j'ai eu d'autres choses à faire. J'ai mon alimentation qui a décidé de griller aussi à un moment, et puis surtout, mieux que ça, en fait, au moment où je voulais vous sortir la vidéo, j'avais fini enfin le format de vous monter dernière partie sur le Grand Prix d'Argentine 87, la pire course de l'histoire de la moto. Tout ceci a décidé de planter. Donc, j'ai utilisé le logiciel de récupération, les versions précédentes, tout ce qu'il fallait. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que je vous remonte tout ça. Je vous le montrerai cet été durant la pause estivale. Donc, durant la pause estivale, vous aurez deux formats sur les courses américaines. Donc, d'abord l'Argentine, puis ensuite les États-Unis, avec notamment un long format sur la moto en Amérique, à peu près 1 heure. À peu près, je pense, 40 minutes, 1 heure. Mais pour le moment, on va s'intéresser à un pilote de légende, Dani Pedrosa. Presque 20 ans entre cette baston entre Sébastien Porto et Dani Pedrosa en 250 en 2004. Pedrosa, c'est des débuts tonitruants en 2001, de podium. C'est plus de 20 ans d'écart entre son meilleur temps en essai pour la première fois et la deuxième fois. Tout simplement 18 victoires avant 19 ans, encore un record pas battu par Rossi ni par Marquez. 38 ans quasiment lors de ce meilleur temps vendredi lors des essais. C'est jamais en dehors du top 10 lors de ce week-end. 6ème au sprint, 6ème en course. Vous parlez qu'après les KTM sont performantes avec un tel pilote d'essai. Il a jamais été au-delà de 10 secondes par rapport au meilleur. C'était simplement une séance d'essai pour lui. C'était juste dans le but de s'adapter au nouveau format avec les sprints notamment. Ce qui a vraiment changé depuis sa retraite en 2000. Et pour dire qu'il fait des rondes pistes depuis 5 ans à tester les motos, à les fiabiliser, et d'ailleurs on voit admirablement son travail depuis, puisque KTM est passé littéralement de motos poubelles à une des forces dominantes du plateau avec Ducati, puisque Binder et Miller réussissent chaque week-end des courses extraordinaires grâce à son travail de l'ombre. On en reparlera dans la partie liée au MotoGP avec une statistique intéressante avec son ancienne écurie Honda. Je vous rappelle d'ailleurs que Pedrosa c'était un monstre dans cette jeune catégorie. Autre pépite, David Alonso. David Alonso c'est simplement le plus jeune pilote des 3 catégories, avec seulement 17 ans, quelques jours avant l'épreuve de Jerez. Et il manque la victoire pour simplement 34 centièmes. S'il avait gagné ce Grand Prix, cela aurait fait 41 ans après la dernière victoire d'un pilote sud-américain. Puisqu'il faut vous rappeler que depuis Ivan Palazzese à Anderstorp en 1982, aucun pilote sud-américain ne s'est imposé dans la catégorie 125 ou Moto 3, ou 80 cm3. Pourtant, ces années 80 étaient riches en termes de niveau, puisque nous avions Lavado, les Venemotos avec la Palazzese notamment, Vignetti et Pérez, les Argentins, les vétérans argentins, mais également Neto le Brésilien. Brésilien, dont on revoit également l'émergence avec Moreira, puisque Moreira était co-leader à Jerez du championnat. Tout simplement. Ce n'était jamais arrivé d'ailleurs qu'un Brésilien soit leader du championnat. Autre rookie, autre univers, Filippo Farioli. Filippo Farioli, c'est tout simplement, lui aussi un jeune pilote, 18 ans depuis le mois dernier, mais un pilote d'un univers différent de Alonso. Lui, il vient du motocross. Son papa, son grand-père et son oncle sont des légendes. Son papa, notamment, c'est un multi-champion du monde d'enduro, compagnon d'armes de Fabrizio Meoni, notamment, qui a gagné les plus grands enduro, qui a été l'un des meilleurs pilotes, et notamment pilote KTM. Ce qui explique d'ailleurs que donc, après plusieurs années assez brillantes en CEV et en Rookie Cup, il a, en fin 2022, signé un contrat avec l'écurie Tech 3, donc l'écurie 3 MotoGP Moto2 de la firme KTM. Il devient l'équipier donc de Daniel Olgado, un autre jeune brillant pilote, ce qui va donc lui permettre progressivement, donc cette année, comme il explique, puis cette année, c'est sa première année, il veut apprendre. Français de la dure d'ailleurs avec 2 chutes lors des essais privés de début de saison. Une arrivée à 47 secondes au Grand Prix du Qatar, 2 chutes en course alors qu'il était en position de marquer des points, et puis finalement, donc ce week-end, ses premiers points. Il s'est battu donc avec son compatriote Stefano Nepa et également ami pour la 15e place. Il a finalement presque pu remonter sur la 13e place. 13e place, loupé d'un peu plus d'une seconde, sachant qu'il y a moins de 20 secondes entre le premier et le 17e, donc entre Ortola et Mignot. Ortola d'ailleurs qui se rapproche vraiment de la tête du championnat,
après ces 2 victoires. Après l'un des plus jeunes du plateau, nous allons désormais parler d'un des plus anciens, Sam Loves. Après le record de pole position, Loves s'approche de plus en plus d'autres records, notamment le record de points, toujours détenu par Thomas Luthi, mais il vient de prendre la seconde place à Johann Zarco. Tout simplement, Loves, ça devient simplement le 4e pilote 250 Moto 2 confondu à marquer plus de 1000 points. Jusque-là, ils n'étaient que 3. Zarco, Biaggi et Luthi. Luthi est inatteignable puisque Luthi a presque 2000 points. Cependant, un record de Luthi qui va sans doute être battu par Sam Loves, c'est le nombre de grands prix disputés. Sam Loves, ça peut parfaitement être le premier pilote 250 Moto 2 réunis à atteindre les 200 courses. Il en est à 157, il lui reste 30 courses à atteindre ce record qui est à 187 détenu par Thomas Luthi. Le nombre de saisons, par contre, 14 saisons, va être compliqué à battre. C'est aussi Luthi qui le détient. Un record qui va être sans doute, qui ne sera pas battu, c'est le nombre de pôles. 33 pole positions sur les 2 disciplines confondues, c'est Biaggi qui la détient. Le nombre de titres, 4 titres également pour Biaggi. Le nombre de victoires également, Max Biaggi qui le détient. Biaggi en fait a tellement placé la barre haut dans les années 90 que ces records sont juste durs à battre. Le nombre de podiums a simplement été égalé, imaginez-vous, par un Thomas Luthi en 14 saisons dans la discipline. C'est dire 53. Le nombre de meilleurs tours également est imbattable. 28 pour le nombre de meilleurs tours concernant Max Biaggi. Loves aura énormément mal à le battre, comme beaucoup de ses records. Par contre, cette performance lui permet d'intégrer le podium, puisque désormais, il fait partie de ces 4 seuls pilotes à avoir marqué plus de 1000 points en carrière en moto 2 250, avec Zarco 1009, lui 1023 séries en cours, Biaggi presque 1300 et bien sûr Luthi loin devant. Autre endroit où il intègre le podium, le nombre de pole position. Il est désormais à 4 pôles de Capirossi, mais par contre le record est imbattable. Seul endroit, outre le nombre de grands prix qu'il peut aller chercher, c'est en devenant champion du monde cette année ou l'année prochaine. Ainsi, il deviendrait l'un des rares pilotes à avoir fait le doublé avec le SSP. On va maintenant passer au MotoGP et comme promis, Dani Pedrosa, dont je vous avais parlé en préambule. Dani Pedrosa, je vous rappelle, ce petit joyau Honda il y a 20 ans, 3 titres consécutifs, un des rares pilotes à l'avoir réussi, entre la 125 et la 250, et puis finalement, jusqu'en 2018, de 2006-2018 chez Honda, toujours chez HRC, rarement vainqueur, souvent placé, tout comme au championnat, jamais vainqueur du championnat, quelques fois sur le podium, un pilote très régulier, un pilote propre, un peu le Jenson Button de la MotoGP, c'était un pilote propre, avec un pilotage propre, mais souvent malchanceux. C'est surtout le protégé Alberto Puig, le patron de l'écurie HRC sur le terrain. Mais fin 2018, il quitte Honda pour KTM pour devenir pilote d'essai. Finalement, je pense le rôle qui lui correspondait le mieux. Depuis 2019, où Zarco s'était cassé les dents chez KTM, le travail consenti dans l'ombre par Pedrosa paye enfin. KTM, cette année, pour moi, c'est la force dominante, bien plus que Ducati. Je m'explique. Si Ducati a le nombre, c'est la majorité de la grille maintenant, comme les Honda dans les années 90, KTM, eux, ils ont vraiment, j'ai l'impression, la constance. Alors, tandis que Honda, avec Joan Mir et Marc Marquez, qui sont pourtant sur le papier le meilleur line-up quasiment du plateau, puisque Mir, c'est champion du monde 2020, c'est un très bon pilote. C'est un pilote qui est un peu sur la pente descendante avec Suzuki, elle aussi sur la pente descendante. Et Marquez, c'est juste le phénomène de sa génération. Bradle, troisième pilote, excellent pilote également. Pilote complet, également travailleur de l'ombre. Mais en cas de Grand Prix, c'est catastrophique. Ils ont marqué 5 fois moins de points que LCR. Ils n'ont marqué, en tout et pour tout, que 13 points. Avec 4 pilotes. Marquez, il manque. Joan Mir était à la ramasse totale. Bradle fait ce qu'il veut. Le Quena a été carrément calamiteux le week-end dernier. Il y a péril dans la demeure, très clairement. Ils sont en train de réaliser leur plus mauvaise saison depuis 1981. Depuis qu'ils avaient introduit le moto pour leur retour à piston rotatif. Où même Freddie Spencer ne pouvait rien faire. On est face à cette même situation. D'autant plus grave que le châssis Kalex, c'est une idée. C'est Marc Marquez qui l'a proposé. Marc Marquez a proposé de commander un châssis chez Kalex, de le faire dessiner par Honda, qu'il ferait réaliser ensuite par Kalex. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout, c'est une rumeur. Ils vont devoir composer avec cette catastrophe, décrite comme une moto hyper instable, extrêmement dangereuse par les pilotes, durant la saison. Ici, la situation est beaucoup plus grave que chez Yamaha. Yamaha, la moto, elle est pas bonne, mais elle va s'améliorer avec le temps. Ici, il n'y a juste pas de moto. La seule solution qu'ils vont avoir, c'est de récupérer la moto de 2022. Il y a juste, tout simplement, une énorme crise chez Honda, comme chez les Japonais en général. Je pense que leur système de gouvernance est en cause. Donc, ici, Alberto Puig n'est qu'un simple exécutant.
Tout comme, par exemple, chez Toyota, ce n'était, dans le cas de Ove Anderson, que de simples exécutants. C'est-à-dire qu'en fait, tout est décidé depuis le Japon d'un plan annuel voire quinquennal, ce qui explique par exemple le retrait de la Formule 1 de Honda en 2021 alors qu'ils ont été champions du monde. Il faudrait peut-être effectivement changer de système. Peut-être que cette crise va le faire. Comme en 1993 maintenant, l'accident du japonais Nobuyuki Wakai, donc le focus aujourd'hui, fit changer les choses. Nobuyuki Wakai, ceux qui suivent la chaîne depuis le début, si vous vous en souvenez, c'est ma première trajectoire brisée. C'est sans doute l'accident le plus étrange de l'histoire du MotoGP. C'est quelque chose qui aurait jamais dû arriver. Vous êtes lancé pour vous lancer votre tour rapide et d'un coup un spectateur surgit juste devant vous. Le Grand Prix d'Espagne, lui, marque le début de la saison européenne. Ce week-end, le premier week-end du mois de mai, marque donc le début de la saison européenne. Saison qui voit d'ailleurs la domination des Japonais puisque les Japonais remportent 3 Grands Prix sur 3 en 250. Nobuyuki Wakai, c'est un cas particulier. C'est un pilote de mi-usine qui a été envoyé par l'usine Suzuki afin de suppléer l'équipe Tech 3, puisque Tech 3 engage John Kosinski et les relations entre Kosinski et Tech 3 se passent très mal. John Kosinski, pilote souffrant de TDAH, ce qui le rend totalement ingérable et imprévisible. Brillant, mais ingérable. Guy Coulon et Hervé Pancharal commencent vraiment à en avoir marre et donc recrutent à côté de lui Wakai, d'un caractère opposé. Wakai, au contraire, c'est le joyeux de riz de la bande. C'est un pilote sérieux, bosseur, avec qui le courant va tout de suite passer entre Hervé Pancharal et lui. L'histoire entre Nobuyuki Wakai et Hervé Pancharal débute lors du Grand Prix de Damas 1992, lorsque Hervé Pancharal, privé de son principal pilote Wilco Zelenberg, qui s'est blessé sérieusement lors de la course précédente, et donc il doit trouver un remplaçant. Ici, Suzuki lui conseille Nobuyuki Wakai. Nobuyuki Wakai va signer une 9ème place en 125, puis va se montrer très performant en 250. Et une 7ème en 250 pour son unique apparition, ce qui convainc Hervé Pancharal et Guy Coulon de l'engager alors pour la saison 1993 en supplément de John Kosinski au sein de l'écurie officielle Suzuki. Bien qu'en réalité, il ne soit pas membre officiellement de l'écurie Suzuki, il est membre donc officieusement de l'écurie Tech 3 puisqu'il est détaché par Suzuki afin de faire progresser la RGV 250. Nobuyuki Wakai utilise, comme de nombreux pilotes japonais, les ateliers de Tech 3, qui en fait servent de support à ces pilotes japonais durant la saison européenne. Wakai, parmi les pilotes japonais, c'est un pionnier. C'est lui qui convainc notamment Sanami Nobolo Ueda, vieux de 2 jours de plus que lui, et Kazuto Sakata d'aller tenter leur chance en Europe pour tenter la saison européenne, et non pas se contenter de courir le Grand Prix du Japon et les Grands Prix asiatiques, en plus du All Japan. Mais revenons quelques années en arrière. Nobuyuki Wakai, né 2 jours après Nobolo Ueda, il y a quelques dizaines de kilomètres de chez Nobolo Ueda, dans la préfecture de Chiba, le 25 juillet 1967. C'est le deuxième enfant d'une famille de 4. Il est doué, outre la moto, pour le violon lorsqu'il est enfant. Il gagne de nombreux prix, mais c'est surtout la vitesse et la moto qui l'attirent. Dès 1986, il débute donc dans le championnat japonais, et en 1988, il commence à faire parler de lui. En 1988, il commence à faire parler de lui en terminant 12e du championnat junior d'All Japan 125, dont je vous rappelle que le championnat All Japan, à l'époque, au même titre que le championnat EMA, était un championnat extrêmement compétitif, sans doute autant voire plus compétitif dans certaines disciplines que le championnat du monde. Rares sont alors les pilotes qui tentent leur chance en Europe, Shimizu par exemple, Katayama, Taira, souvent des pilotes usines ou demi-usines. Les autres pilotes préfèrent rester au Japon. Dans ce contexte, Wakai termine 15e du championnat 89 avant de réussir une belle saison en 1990. Nobuyuki Wakai en 1990 est enfin prêt. Après une wildcard au Grand Prix du Japon où il termine 13e et marque ainsi ses premiers points championnat du monde, il se lance en All Japan contre notamment Kazuto Sakata, star de la discipline au Japon. Il va terminer second après de nombreuses victoires et se battre quasiment jusqu'au bout pour le titre avec Sakata. L'année suivante, Sakata, Ueda et lui décident de monter en mondial. Les Japonais, même si ces pays de la moto sont encore rares, notamment en 125 cm3, à part quelques privés, notamment Shimizu en 250, les pilotes permanents sont vraiment très rares. Ils se contentent généralement du Grand Prix du Japon. Pour leur début, Ueda signe la pole position et la victoire. Wakai, lui, part 4ème en première ligne et termine 12ème. Progressivement, il apprend, notamment au contact du Team Tech 3. Hervé Pancharal lui ont proposé, lui et son équipe Motoburn, de se fixer à Born Mimosa. Comme l'explique Kazuto Sakata, le soutien de Honda hors Japon est extrêmement médiocre. L'équipe française l'aide, ce qui lui permet de terminer 6ème lors du Grand Prix d'Italie sur le circuit de Misano, accumule des petits points, avant de terminer 5ème sur le rapide et difficile circuit de Brno. La récompense de ce travail acharné
vient enfin lors du premier Grand Prix de Malaisie disputé sur le circuit de Shah Alam où, avec son ami Kazuto Sakata, il signe ce qui sera son premier podium, tout comme Sakata. Après être parti second sur la ligne et avoir détenu un moment la pole durant les essais, il s'élance excellemment bien, détient un moment la tête du Grand Prix, lutte avec Capirossi et Sakata pour la tête et finalement va terminer 3ème lors de cette épreuve. Sinon également le meilleur tour de l'épreuve. Podium qui va lui permettre d'accrocher la 10ème place du championnat avec 60 points, juste devant son ami Sakata, et également un peu plus de soutien de la part de Tech 3. Hervé Poncharal lui fait notamment la promesse que s'il réussit une belle 192, il lui offrira sa chance en 250 avec le team Suzuki. Alors que la tenue du championnat a été incertaine jusqu'au bout suite au conflit Hirta-Foka dont je vous avais déjà parlé, Nobuyuki Wakai va réussir pourtant des qualifications assez prometteuses. Nobuyuki Wakai se qualifie 10ème sur 42 pilotes à l'occasion de ce Grand Prix du Japon, donc son Grand Prix national, disputé dans les conditions absolument apocalyptiques sous le typhon. Et, dès le début, il va réussir un superbe départ dans ces conditions, se glisser pour la bataille pour la première place en compagnie de Faltman, Gramani et Casanova. Gramani va à un moment se louper, lui va réussir à tenir les roues. Lui va tenir les roues durant toute l'épreuve, jamais à plus de 1 ou 2 secondes des leaders, va se mêler à la bataille entre Casanova et Faltman pour la victoire, jusqu'à 3 tours de la fin où un retardataire le bloque légèrement, lui préfère donc assurer plutôt que chuter. Ce sera la victoire pour Faltman battant de justesse Casanova, mais il sera 3ème. Seulement la patrie japonaise du fiasco, puisque Sakata et Ueda sont sortis dès le premier tour, alors qu'on peut s'attendre à une superbe de sa part comme Ueda l'année précédente. Pourtant, il ne le sait pas, mais il signe son meilleur résultat de sa saison. En Australie, comme au Japon, il rate un peu ses qualifications et perd 8ème. Pourtant, il va terminer 4ème. Le Grand Prix, pas loin des leaders. Mieux, après un contretemps en Malaisie où il abandonne, en Espagne, il part 4ème et va terminer 5ème après s'être battu toute la course pour la victoire. Les Grands Prix suivants seront toujours dans les points, mais à des places moindres. Et puis, survient ce Grand Prix d'Europe, à Catalonia, où Vico Zinenberg évite une très sévère chute se blessant sérieusement. Hervé Poncharal va ici tenir sa promesse, qu'il lui a fait durant l'hiver, et lui confie la Suzuki de Zinenberg pour le Grand Prix d'Allemagne. Poncharal d'ailleurs explique dans la même interview qui me sert de base, qu'en réalité, il a vaguement hésité. Poncharal, comme il l'explique, il considère Wakai comme son petit frère. Il s'entraîne souvent dans les périodes varois en vélo, en courant également, en moto également. À son arrivée en 1991, il prend Nobuyuki Wakai réellement sous son aile. S'il a énormément de conseils, Wakai, de son côté, a fait l'effort d'apprendre l'anglais, mais également quelques mots de français afin de mieux s'intégrer à l'équipe. Ainsi, Poncharal veut le tester en vue de 93. Pour un essai, c'est un coup de maître. 7ème en qualification, devant son coéquipier, 7ème en course. Et ce, malgré une erreur, puisqu'à un moment, il part dans la chicane et perd du temps. En 125, c'est un peu moins bien, 12ème en qualification, 9ème en course, mais en fait, il avait sacrifié sa course 125 pour la 250. Le retour à la 125 et à l'arrêté est compliqué à Assen. Il est victime d'une chute au premier tour après des qualifications moyennes, mais dès le Grand Prix de Hongrie, il se relance, qualifié 3ème, il rate son départ. Mais nullement découragé, il va remonter tout au long de la course. Une fois contact rétabli avec les pilotes de tête, c'est une bataille à 4 qui va se dérouler pour la victoire durant sa dernière tour. Nobuyuki Wakai va rester au contact et terminera au pied du podium à seulement 3/10 du pilote victorieux. Dès la semaine suivante, au Grand Prix de France, il est second sur la grille, ratant la pole de très peu, termine 8ème, puis 10ème au Grand Prix de Grande-Bretagne après avoir raté ses qualifications, et enfin 8ème au Grand Prix du Brésil. Si l'abandon en Afrique du Sud lui fait perdre un top 10 au championnat, dépassé par son ami Nobolo Wada, il termine de nouveau 10ème, mais avec une saison qui est bien plus aboutie que 1991. Et surtout, Hervé Poncharal, d'une certaine manière, tient parole, puisqu'il offre une place à Nobuyuki Wakai en 250 au sein de son écurie. Pas de manière officielle, puisque John Kosinski exige d'être tout seul. Il avait déjà eu l'occasion de tester une 250. Honda et Tech 3 lui avaient en effet proposé, fin 1991, d'essayer la machine championne du monde. Kosinski, lui, exige d'être seul. Pourquoi ? Parce qu'il veut un second titre et prendre la place de Kevin Schwantz chez Suzuki. C'est pour ça donc qu'il a signé chez Suzuki, avec une machine qui n'est pas une bonne machine. Guy Coulon l'avoue. La machine, le cadre est bon, mais le moteur est mauvais. Kosinski va avoir une énorme tâche face à lui. Et Kosinski, il craint d'être gêné par Wakai. Et pourtant,
Wakai, il va faire du Wakai. C'est un Wakai, pilote consciencieux, sérieux, bosseur, va vraiment tenter de se mettre au niveau, travailler, y compris un entraînement hors moto, pour se mettre au niveau. Koshinski, justement, lui, va donc récupérer une machine qui a été mise au point par son plus ou moins coéquipier, puisque Suzuki est composé de 2 structures. Lucky Strike pour lui, et Kinyu, la machine demi-usine de Nobuyuki, qui elle est louée par Tech 3, utilise Tech 3, mais n'est pas officiellement membre de la structure. Ce qui fait que lors de ce Grand Prix d'Australie, les 2 sponsors des 2 motos sont différents. Cet entre-deux rend d'autant plus difficile ses débuts que la moto n'aura pas la dernière résolution lors des premiers Grands Prix, et c'est en plus une moto qui est très rétive, la RGV 250. Et pourtant, Grassley va réaliser un excellent début de saison en Australie. Nobuyuki Yukai réalise de beaux débuts en essai. Il est 17ème en compagnie de pilotes comme Louis Santin, par exemple, Adrien Bossart, mais loin devant Gramani, le champion 125 1992, et derrière Tetsuya Harada 3ème pour son premier Grand Prix officiel. Il va justement être victime de sa moto au départ, parce qu'un départ très poussif va le repousser en arrière de peloton, tout comme son coéquipier Koshinski qui manque de caler. Notamment, un des défauts de la Suzuki, c'est un moteur extrêmement poussif, comme va le démontrer le départ de l'épreuve. Mais là où tout le génie de Koshinski va faire que Koshinski va se battre durant toute l'épreuve avec le meilleur ami de Nobuyuki Yukai, Tetsuya Harada, puisque les deux se connaissent depuis vraiment le tour d'entrée en France, finalement, Tetsuya Harada s'impose d'une courte tête devant Koshinski qui lui offre le premier podium à Suzuki en 250. Nobuyuki Yukai, lui, termine 21ème de la course après avoir un moment été proche des points. Terminant, dernier pilote dans le tour. Performance suffisante pour que Lucky Strike accepte de sponsoriser une seconde moto, donc la moto Nobuyuki au sein du team Suzuki. Toujours pas une moto d'usine. Achat à l'âme, il se qualifie pas si mal que ça à moins de 2 secondes de son coéquipier Koshinski, ce qui est pas si mal que ça sur l'un des plus courts tracés de la saison, seulement 3,5 km. Mais un départ extrêmement confus où les 2 feux sont allumés en même temps fait que Nobuyuki Yukai sort en angle de peloton et chute au 6ème tour. À Suzuka, il se qualifie 18ème au terme de beaux essais, à un peu plus de 2 secondes et demie de son coéquipier, sur un circuit de 6 km. Après les premiers tours menés à la lisière ou dans les points, Nobuyuki Yukai est victime d'un accrochage à la chicane. Il parvient à repartir, mais moto endommagée, notamment une levée de frein tordue, ce qui l'oblige à rentrer à la poussette au stand et va perdre 3 tours à réparer la moto. Il repart donc uniquement dans le but de faire une sensation de s'acclimater avec sa moto. Là, son coéquipier termine 9ème, lui termine 28ème à 4 tours du premier. Sans le savoir, ici, il vient de disputer ce qui sera son dernier Grand Prix. Il retrouve donc son ami Tetsuya Harada, 3 ans plus jeune que lui. Tetsuya, c'est l'ami de son petit frère, c'est son ami d'enfance, pour le début de la saison européenne. La saison 1993 marque vraiment l'entrée en force des pilotes japonais. Nobuyuki a réussi à convaincre, outre son ami Tetsuya, plusieurs très bons pilotes japonais de rejoindre ce championnat du monde dont il a vendu les qualités à ses pilotes. Hervé Poncharal s'affaire, notamment auprès de Suzuki, pour que Nobuyuki devienne plus ou moins officiellement le coéquipier de John Koshinski. Ce que l'usine refuse. D'ailleurs, les relations entre Suzuki et Tech 3 s'enveniment, notamment parce que la moto est pas bonne. Koshinski, d'ailleurs, commence à s'en faire l'écho dans les médias qu'il souhaite retourner à 500. Flamingo, lui, galère. La moto est mal réglée, il a du mal à la régler, elle est compliquée. Il est 31ème ce vendredi, lors de la première séance de qualification, très loin de Koshinski et même de ce début de saison. Entre les séances, les paddocks et les garages en rendent lieu grande vie, remplis d'invités, mais aussi de mécanos. Les mécanos ont besoin de concentration de travailler, et Guy Colon l'explique. Ici, c'est compliqué de travailler, mais nous travaillons mieux sur les motos de Nobuyuki et de John. John nous explique notamment, je vois des poissons sur la piste, ce qui veut dire dans son code, la moto glisse. On essaie d'améliorer ça, et Nobuyuki parvient, durant cette séance d'essai du matin, d'améliorer ses temps. On est confiant alors, pour les qualifications, pour nos 2 pilotes. Peut-être qu'ils vont enfin réussir à améliorer les choses. Nous sommes samedi, 14h, le moment le plus crucial du week-end, les qualifications, la seconde manche, là où tout va se jouer. Nobuyuki Yukai décide de s'élancer. Mais au même moment, un invité, Fabio Ravaioli, viticulteur, ami d'enfance de Loris, 28 ans, de Forlì également, décide d'échapper à la surveillance de l'équipe et des marshals et décide donc de traverser la piste, au moment où les pilotes même s'élancent pour le moment le plus crucial du week-end sur la piste d'accélération du circuit. C'est le moment d'ailleurs le plus dangereux du week-end. Ravaioli, ce moment-là, donc décide de rejoindre le mur et descendre. Les pilotes sont encore relevés en pleine accélération. Comme l'explique Jean-Michel Bayle, ces derniers moments les plus critiques du week-end, on est relevé. Si jamais ça freine, il n'y a aucun moyen d'éviter la chute. On roule pas et on peut surtout taper un obstacle sur le mur et descendre, la barrière du mur et descendre, ou alors la moto peut partir carrément dans un garage. C'est le pire moment du week-end.
Spectateur qui surgit, défaillance mécanique, c'est le moment que je crains vraiment le plus de week-end. Une fois en piste, je suis libéré. Pourtant, c'est ce qui se produit ce 1er mai 1993, lorsque Fabrizio Ravelli surgit juste devant Nobuyuki Wakai. Nobuyuki Wakai n'a d'autre choix que de jeter la moto dans le muret des stands pour l'éviter. Il ne paraît pas l'éviter, il lui met un grand coup d'épaule au passage. Nobuyuki Wakai se retrouve éjecté contre la rambarde. Son casque va alors se fracasser contre l'enjointure de la barrière et du muret des stands. Si bien que Wakai, qui est grand par la taille, presque 1m80, se retrouve ici avec de très graves blessures à la tête, notamment 2 hématomes au niveau du cerveau et une fracture du crâne, et également des cervicales qui ont pris. Malgré les efforts de Dr Costa, qui est juste à côté de l'accident, à 10 mètres de l'accident, qui intervient immédiatement avec les médecins de la clinique mobile, ils ne pourront rien. Wakai fait un premier arrêt cardiaque, il est réanimé. Il n'y a déjà presque plus rien à faire pour le pilote japonais. On va quand même tenter une opération de la dernière chance en étant désespéré, il est quasiment déjà en état de mort cérébrale. L'opération échoue et Nobuyuki Wakai est finalement déclaré mort à 19h30 à l'hôpital de Séville ce même 1er mai. Suscitant la consternation et le choc dans le paddock du MotoGP, Fabio Ravioli s'en tirera très bien. Fracture du fémur et commotion cérébrale. Depuis, donc, il est devenu directeur de sa société, qui est l'un des principaux fournisseurs de la société Martini. Que faire dans ces circonstances? Courir ou ne pas courir? Tetsuya Harada, ici, signe une des plus belles poles de sa carrière, avec une large avance. Le lendemain, il va signer sans doute la plus belle victoire de sa carrière, s'imposant avec une large avance et prenant ici ce qui sera une avance décisive pour le championnat du monde en fin d'année. En 125, Kazuto Sakata, son adversaire et ami en 1990, remporte ici sa première victoire. Noboru Ueda, son ami né 2 jours avant lui, arrive sur la ligne d'arrivée et désigne le lieu de l'accident. Les supporters lui rendent un vivant hommage également, tout comme les pilotes encore de nos jours. Afin de pérenniser le souvenir, sur le lieu même de l'accident, est commandé l'année suivante au sculpteur local Félix Moelas une sculpture en forme de flamme rose. Donc, le nom de l'œuvre, Flamingo, le surnom de Nobuyuki parmi la communauté japonaise des pilotes et parmi le paddock, notamment lié à son physique grand et mince, et d'un caractère qui ne peut être avec la sympathie, sérieux mais qui ne se prend pas au sérieux. Hervé Poncharal a la lourde charge donc d'annoncer le décès à sa famille. Il les invitera d'ailleurs à plusieurs reprises à venir sur les Grands Prix, notamment en 2013 pour l'hommage officiel à Nobuyuki de la part de la FIM, un hommage bien tardif malheureusement. FIM extrêmement loin de tout reproche, notamment à la gestion du Grand Prix de Shah Alam. La FIM a mis 3 mois pour reconnaître sa faute et finalement disqualifier les pilotes fautifs, causant notamment la colère d'un Hervé Poncharal, mais aussi de John Kosinski. Kosinski pointe cette incompétence, notamment dans l'accident de son coéquipier RRS. Comment a-t-on pu laisser traverser un spectateur en pleine séance de qualification alors que les pilotes sont lancés à fond? Tout simplement. Kosinski, qui d'ailleurs fait remarquer à Poncharal de plus en plus sa colère. Poncharal, lui, décide de ne plus aligner de seconde moto demi-usine au sein de son écurie. En respect pour Nobuyuki, Tetsuya Harada, l'ami de Nobuyuki, lui, arrive à Assen avec une large avance. Assen, c'est le lieu choisi pour John Kosinski pour faire exploser sa colère. Kosinski en a marre de ne pas être écouté par Suzuki, qui fait la sourde oreille. Le moteur est poussif, voire dangereux. Sur les circuits rapides, il a été largué au championnat, et il décide de faire une chose absolument insensée, et pourtant mûrement réfléchie. John Kosinski, qui a fait 8ème, rate son envol. À la fin du premier tour, il est 36ème et dernier. Sa moto a connu un énième problème moteur. Relégué en fond de peloton, rapidement, il repasse à la 5ème place se bat avec Jean-Philippe Bruccia, puis Tetsuya Harada pour le podium. Devant, Capirossi Tinexi, pourtant il va tenter de le rejoindre. Il va quasiment réussir à rejoindre Capirossi, mais sa moto dans le dernier tour donne des signes de faiblesse. Il est dépassé de nouveau par Harada, à 300 mètres de la ligne. De rage, il décide à la longue ligne droite précédant les stands de passer violemment la première afin de créer un sur-régime. Le moteur casse. Il décide de finir sa moto devant les stands, jette sa moto devant les officiels de Suzuki, balance son casque et ses effets, avant de filer sans un mot dans son motorhome. Ici, il est appréhendé à son entrée par les officiels de Lucky Strike et Suzuki, sans demander l'avis à Hervé Poncharal, renvoie sur le champ Kosinski. Il n'a même pas le droit de monter sur le podium ni d'assister à la conférence de presse. Kosinski est viré sur le champ. Belle preuve d'hypocrisie de la part de Suzuki, qui est loin d'être exemple de tout reproche dans l'affaire. Tech 3 aurait pu engager un cordon.
Mais non, il décide d'engager Simon Crafford, un jeune espoir néo-zélandais, qui vient de débuter en 500. Au sein de la très modeste Pentagon Racing, auréolé d'un titre en BSB, c'est-à-dire en Superbike britannique. Il confie donc la 250 à Simon Crafford, jeune espoir, mais Crafford souffre d'un problème, il est beaucoup plus grand que Koshinski, et c'est un simple pansement pour Suzuki, qui, au terme d'un conseil d'administration houleux, le 10 janvier 1994, décide de se retirer de la 250 pour se concentrer sur la 500 uniquement, laissant Tech 3 sans aucun matériel. C'est la fin d'un des plus gros fiascos de l'histoire de la moto. Tech 3 doit repartir de zéro. 94 sera même encore pire, puisque l'écurie, que ce soit en 125 ou en 250, ne marquera aucun poids, manquera de faire faillite, et ce pourtant avec deux pilotes de talent, Noël Ferraud, champion d'Europe 125 en 1993, et Prota, habitué de la lutte en fond de grille. Le meilleur résultat de l'écurie, ce sera seulement 17ème pour les trois motos engagées en 250 et en 125. Un certain Olivier et François Jacques au sein de l'écurie pour sauver l'écurie de la faillite, mais ce sera pour le prochain épisode. Que change l'accident de Nobuyuki Wakai dans le paddock? Finalement, pas grand chose. Hormis que désormais, il y aura un contrôle bien plus strict des invités et une limitation de vitesse dans les stands à 100 km/h puis 60 à l'heure actuelle. Mais ces changements étaient déjà profonds et durables depuis près de 10 ans. Si au début des années 80, le paddock c'est un vaste foutoir où chacun mécanique où il peut, où seuls les pilotes d'usine ont parfois un garage, et encore, au bon vouloir des organisateurs, on a même des scènes où des pilotes se font tabasser, notamment en Afrique du Sud ou au Venezuela, parce qu'ils doivent mécaniquer sur le parking. Rapidement, si on appuie sur Michel Metro, Michael Trimby puis Bernie Ecclestone et la Dorna, tout ceci s'organise. Dans un premier lieu, l'IRTA va s'attaquer au laissez-passer, puisque avant l'IRTA, le laissez-passer c'était au bon vouloir de l'organisateur. Ça posait problème, certains pilotes ne pouvaient même pas accéder au paddock. Là, tous les membres et pilotes pourront accéder au paddock à des stands qui leur seront attribués en fonction notamment de leur position de championnat du monde, et progressivement, on va réduire également et homogénéiser les engagés au sein du championnat du monde. Les stands en eux-mêmes se vident de plus en plus. Maintenant, on n'a plus que les équipes techniques. Alors pendant longtemps, on a eu, jusqu'au milieu des années 80, invités, femmes de pilotes, journalistes. Le paddock de moto, contrairement à la Formule 1, était bien plus ouvert. Mais, sous la puissance de la Dorna, notamment Bernie Ecclestone, il se ferme de plus en plus ces dernières années. Notamment pour éviter le cas de Nobuyuki Wakai. On limite également l'accès via un système de gradation des passes, le paddock au public, qui, hormis à des heures précises, ne peut plus accéder au stand et au paddock. On va également limiter la vitesse dans les stands, d'abord à 100 km/h en 94, puis à 60 km/h, afin d'éviter les cas où les pilotes sortent à toute vitesse des stands, ce qui est arrivé au jour de Nobuyuki Wakai. Ainsi, en 2012, ça prouvera son efficacité lorsque Massa Pasini percutera un mécanicien en rentrant en stand. Lors de la première séance d'essai, Pasini sera quitte pour une bonne commotion après avoir heurté également le mur, le mécanicien pour une belle frayeur, prouvant ainsi que la mort de Nobuyuki Wakai n'aura pas été inutile au final. De nombreuses choses ont changé depuis, et sans cette mort, sans doute que ça aurait été bien plus long. On va rester à RRS pour une série de petits fun facts. Après avoir parlé longuement de Nobuyuki Wakai, on va parler donc, en quelques fun facts, de la bataille au début des années 80 entre Rarama et RRS pour le Grand Prix d'Espagne. Le saviez-vous, mais RRS et Rarama ont le même chef de chantier, Alessandro Lolocchi, l'un des meilleurs chefs de chantier des années 70-80 pour la conception de pistes automobiles et motos. Rarama, en 1966, fut l'une de ses premières, RRS en 84, l'une de ses dernières. Les deux circuits sont conçus un peu dans le même but. Rarama, sous le régime de Franco, afin d'accueillir un Grand Prix d'Espagne, puisque le Grand Prix d'Espagne avait existé à Pedralbes, à Barcelone et à Montjuïc en ville, mais on voulait un circuit permanent pour accueillir ce Grand Prix. RRS, c'est un peu le même but, c'est un circuit permanent dans le but d'accueillir la Formule 1 qui est pensé par le maire de RRS puisqu'il veut redynamiser cette région qui est l'une des plus pauvres d'Espagne. Rarama comme RRS sont des circuits qui remplacent les circuits en ville ou qui alternent avec les circuits en ville. Rarama va longtemps alterner avec Montjuïc, le circuit de Barcelone qui sera remplacé ensuite par le circuit de Montmeló en 91, et RRS lui remplace le circuit de El Portal, le circuito du Parco El Merced, qui sont deux circuits en ville, d'abord en ville, puis en zone industrielle, construites à RRS, qui ont été abandonnés comme Montjuïc à cause de leur dangerosité. Problème qui va se poser avec Rarama au milieu des années 80, d'où l'idée du circuit de RRS. Dernier point commun et vraie première différence entre les deux circuits, leur origine et l'initiative. Rarama, c'est une initiative plus ou moins gouvernementale. Donc, la RACE, la Fédération Automobile Espagnole,
Rarama, lui, est construit en 1966 sur un terrain appartenant à la Lache afin d'en faire un centre d'essai et un circuit permanent, le premier d'Espagne. La piste la plus moderne au monde en 1966 lors de son inauguration, elle se révèle rapidement peu intéressante car trop étriquée. Tandis que Jerez, c'est une initiative personnelle de Pedro Pacheco, le tout jeune maire de Jerez, qui décide que 1983 sera la dernière année sur El Portal. Désormais, il faut un vrai circuit. Et il fait donc la promesse à Paco Pacheco, dubitatif face à cette promesse, de construire un circuit pour accueillir le Grand Prix d'Espagne d'ici 1985. Pacheco se laisse convaincre. Le circuit étant un partenariat public-privé via la société González Bias, les financements vont être rapidement trouvés, notamment grâce aux viticulteurs, qui, eux, décident de céder moyennant un gros chèque 40 hectares d'une belle vallée viticole à Pacheco. Pacheco donc peut édifier sa piste avec l'aide de son ami Manzanés Yapón et de Loki pour y dresser une piste qui va être rapidement construite grâce aux efforts des entreprises locales, notamment donc, moyennant pas mal de travail au black et des conditions inhumaines sur le chantier pour tenir les délais. Piste qui n'arrangeait ni le maire, dont il avait fait une promesse de virer cette course, et ni les pilotes, piste beaucoup trop obsolète par son caractère urbain et tracé à coups de bottes de paille. Ainsi, Jerez se révèle la piste la plus moderne d'Espagne à ce moment-là, coupant l'herbe sur le pied de Séville, dont la piste ne sortira de terre que dans les années 2020. Sachant que le président de la Junta vouait une haine féroce à Pacheco. 1986 marque la fin pour Jarama. D'une part, le départ en 250 est catastrophique, puisque plusieurs graves incidents se produisent sur la grille suite à des pannes de moto lancées à la poussette, procédure anachronique et au drapeau. Ça entraînera dès 87 le départ au feu et moteur arrêté. C'est également le lieu où Freddy Spencer signe sa dernière pole avant de voir sa carrière partir en vrille. Il reste une solution pour remplacer Jarama El Calafate, mais le circuit a fait faillite, puisque c'est un circuit privé, comme Jerez, mais également, il est trop court. Jerez, au moment de sa construction, c'est le circuit le plus long d'Espagne. Jarama, lui, est l'un des circuits les plus courts vus en championnat du monde, avec ses simplement 3 km 300 en 1986, circuit donc obsolète à plus d'un point, beaucoup trop court, les stands sont trop étroits, bref, Jerez arrive ici à point nommé. Sans compter une organisation totalement défaillante, Jarama, bien souvent, le Grand Prix de Portugal, dont je vous ai déjà parlé en 87, et le Grand Prix d'Espagne 88, ne feront que confirmer cela, ce qui amènera à la fin de l'alternance dès 1989, alors qu'elle était prévue pour durer plusieurs années. Jarama ne retrouvera sa place désormais que pour des Grands Prix ponctuels, notamment 91, 93 et 98. Jerez devient ici le seul maître à bord en Espagne. Mais Jerez souffre quand même d'un gros défaut, le manque d'équipement autour. Ça va donc se lancer dans une frénésie d'organisation, Formule 1, moto, course de camion, course de GT, afin de s'affirmer face à Jarama. Pourtant, cela aura un prix, notamment en 1997 et en 1996. En 1996, la piste est envahie, ce qui vaut un avertissement de la FIA, mais en 1997, Estoril fait défection à la Formule 1. Jerez est choisi pour organiser le Grand Prix d'Europe, mais lors de la fin de ce Grand Prix, sur le podium, le président de la Généralité décide de monter sur le podium en opposant avec Pacheco, ce qui provoque l'exclusion du Grand Prix de la Formule 1. Et surtout, Catalunya est construit. Pour Jarama, c'est bien plus grave. Jarama, en 98, ils sont rappelés au dernier moment pour organiser le Grand Prix moto de la ville de Madrid en remplacement d'une épreuve qui était annulée. Là aussi organisé sur le circuit d'Estoril, dont le promoteur a fait faillite peu de temps avant, tout comme en 93, mais malgré la modernisation, l'agrandissement du circuit, en fait, ce sera un champ du cygne. Ce sera vraiment la dernière fois qu'on verra une compétition internationale avec le Superbike au début des années 2000 à Jarama. Jarama, contrairement à Jerez, qui lui s'est modernisé avec un nouveau centre de presse, des stands modernisés, Jerez accueille par ailleurs des essais de Formule 1 jusqu'au milieu des années 2010. Idéalement situé en sud de l'Espagne, donc jamais réellement de pluie. Jarama, lui, va peu à peu tomber dans l'oubli, puisque hormis quelques étapes du Tour d'Espagne, du Superbike et des compétitions nationales, Jarama n'accueille plus rien et tombe peu à peu dans l'oubli, jusqu'à ces dernières saisons où on décide de le restaurer afin d'accueillir le WTCC, les courses de camions, et peut-être un Grand Prix de Madrid dans ces prochaines saisons. C'était Lionel de la chaîne Cycle GP. Bonne soirée, pensez à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, en étant des commentaires à la con. N'hésitez pas à partager.
Bon, prochain sujet, je voulais vous parler moto. Finalement, on parlera de David Paoli et Roger Williamson en 2 parties. Je vous explique, je suis un peu overbooké avec les Coupes du Monde, donc je n'ai pas pu tenir mes formats.